souhaiter la bienvenue à toutes et à tous et à saluer et à remercier particulièrement M. Ahmad Moussi, grâce à qui cette rencontre a pu être organisée. Nous sommes très heureux d'être aussi nombreux ce jour pour rendre hommage à notre chef disparu, la Moudjahida Anis Khéna. C'est avec beaucoup d'émotion, un grand honneur aussi, et beaucoup d'humilité que je prends la parole au nom de la Fondation Ahmed Bahassi pour rendre un vibrant hommage à Madame Anis Khéna pour sa détermination et son engagement patriotique au service de la révolution du 1er novembre 1953. C'est en souvenir d'elle que nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous ne l'oublions pas. Nous ne l'oublions pas. C'est dans l'effroi d'une occupation féroce de l'armée française que Madame Steiner a trouvé le courage d'entrer dans l'action. En effet, elle s'était vite rendue compte de l'oppression et de l'injustice du colonialisme français envers le peuple algérien. Anis Steiner était une fervente militante de la cause algérienne durant la guerre de libération nationale, ce qui lui a valu torture et emprisonnement. Arrêtée en 1956 pour activité subversive, elle sera condamnée aussitôt et incarcérée à la prison de Serkaji, puis à Al-Habash, où elle subira de multiples tortures. Au lendemain de l'indépendance, elle contribuera aux efforts de réorganisation de la nouvelle administration après le départ de l'encadrement français. Elle occupera durant plusieurs années des postes importants en tant que haut fonctionnaire, notamment le poste de directrice au niveau du secrétariat général du gouvernement, jusqu'à sa retraite en 1986. C'est à Alger, au quartier Aix-Pessonnier, où elle vécut jusqu'à sa mort en avril 2021, qu'on avait l'habitude et le plaisir de la rencontrer. Elle était connue de tous, mais vivait très modestement, et ne claironnait pas qu'elle avait fait la guerre et a été en prison. C'est ce que disait d'elle l'ancienne moudjahidine de la zone autonome d'Alger, de la wilaya. Avant de passer la parole aux différents intervenants, je souhaiterais déclamer l'un de ses poèmes dédié à son compagnon d'armes, M. Fernand Yvetot, guillotiné en 1957. Ce poème a été publié par Jean-Luc Hénoli en 1986. Voici le poème. Ce matin, ils ont osé nous assassiner. C'était un matin clair, aussi doux que les autres, où vous aviez envie de vivre et de chanter. Vivre était votre droit. Vous l'avez refusé, pour que par votre sang, d'autres soient libérés. Et ce matin, ils ont osé vous assassiner. Rang, conduise et silence, cette immense clameur de ces hommes blessés et révoltés, nous apprend, mais trop tard, que de vos cages de fer, ils vous ont retiré, et cette longue plainte de ces hommes blessés et révoltés vous suit dans les couloirs interminables de la mort. Vous étiez fiers et calmes, sûrs de votre idéal. Vous côtoyez déjà les martyrs de l'histoire. Leur groupe ardent vous soutenez. Nous sommes tristes et meurtris à travers murs et barreaux qui veulent nous séparer. C'est à vous que nous demandons la force de supporter l'instant de cruauté ou le coup. Puis le coq a chanté. Ce matin, ils ont osé vous assassiner. Que vive votre idéal et vos sangs entremêlés pour que demain,
Il n'ose plus nous assassiner. Merci. Nous n'avons pas fait une liste des intervenants, donc on aimerait bien que chaque personne qui aimerait dire un mot en la mémoire de Anis Lenner. Oui, Monsieur Rachid Bouzi. Bonjour à vous tous. Je vois que je connais tout ce qui monte, ça fait plaisir de vous retrouver avec beaucoup d'émotions. Anis Lenner, je ne peux pas les dire parce que c'est formidable. Ça a marqué. Et puis vous avez 7 ans. Mais ce qui est, je voudrais avant tout dire qu'il y a une personne qui s'exprime, que vous connaissez tous, c'est Louisa Lahlez, qui n'a pas pu venir. Donc elle m'a téléphoné pour s'excuser. Donc est-ce que c'est que vous pensez? Je vous remercie. Annie, je ne peux pas parler d'elle au passé. Elle est toujours présente. Pour moi, elle est encore vivante. Elle a ses outils à la maison, elle a son endroit, elle a ses photos. Elle est. Je ne peux pas dire, elle est qui. Je ne peux pas dire. Ce n'est pas une femme. C'est une femme. Elle nous a donné le bonheur. C'est une pensée cultivée, pleine de draps. Pas de micro, on n'entend pas. Le micro, s'il vous plaît. On n'a pas de micro. Ah. Continuez. D'abord, j'ai pas la voix. Comment que ça se vous l'avez pas dit? Parler d'elle, c'est. On attend votre commande. Parler d'elle, c'était une amie, une sœur, une compagne. Pour elle, j'étais sa fille. Parce que j'avais exactement la même date de naissance que sa fille aînée et tout. Exactement. Pour elle, j'étais sa fille. À chaque fois qu'elle me voyait, elle disait, tu es ma fille. Et on a tellement passé des moments extraordinaires, des débats, où elle parlait d'histoire, où elle parlait de la guerre d'Algérie, bien sûr, mais jamais de ses sévices. Et elle disait, par exemple, à la nouvelle génération, vous avez fait plus que nous. Elle disait non, vous êtes les femmes, surtout les femmes. Elle disait, vous êtes aussi des flambeaux. Vous êtes, je suis fière de vous. Voilà ce que je voulais dire. Bon, l'émotion, j'en ai à chaque fois que je la vois. Je la vois à la maison, je la vois à travers ses cadeaux. Elle a adoré les roses, elle a adoré le film, elle passait une bonne soirée. Et dès qu'on lui disait, on va quelque part, elle venait. Elle était jeune, voilà, elle était très jeune. Oui, monsieur. Peut-être. Obligé de venir. Non, que vous voulez. Allez. C'est juste un souvenir que je veux évoquer. Juste un souvenir. J'avais marché avec elle pendant un certain nombre de marches. On ne se connaissait pas très bien, hein. Je n'ai jamais été chez elle. Mais ce souvenir, je crois qu'il restera gravé devant moi jusqu'à mon dernier jour. C'était le 2 décembre 2017. Je venais de sortir un roman historique sur Haïzia, la grande Haïzia. C'est un roman qui s'appelle Haïzia, princesse d'amour des Ziba. Et j'étais invité à faire une signature à la librairie des Beaux-Arts du Kidouche Mourad. Donc j'étais dans la sous-compte en train de dédicacer, il y avait quelques personnes qui venaient. Et à un moment donné, j'ai eu l'agréable surprise, d'ailleurs jusqu'à maintenant j'en parle avec beaucoup d'émotion dans la voix, c'était un moment absolument inoubliable. Je la vois
monter dans la seconde et venir vers moi. Et c'est assise. Je continue à signer l'équitation qui est là-bas. Et après le livre, elle m'a dit le fait de signer un truc. Donc je lui ai signé évidemment le livre. Et puis on a commencé à parler de choses et d'autres. On a évoqué un certain nombre de sujets. Mais à aucun moment, elle n'a parlé de la guerre de libération. À aucun moment, elle n'a évoqué la torture ou d'autres choses. On a parlé uniquement d'histoire d'amour et adoré ça. Et je suis vraiment fier et ému que quelque part dans sa maison aujourd'hui, mon ouvrage est présent et sur un rayon de sa bibliothèque. Il est bien cassé. Quelqu'un d'autre? Invité? Les gens qui vont le faire. السلام عليكم. Monsieur le Président, Amélie, ex-retraité avec ex-retraité. Monsieur le Président, salam alaikum. Je vais oser, dans le champ du poème Ali, en m'adressant à vous, cette prestigieuse assistance, pour évoquer en quelques mots ce à quoi ce pourquoi je suis là. Annie Steiner, je ne l'ai pas connue personnellement, mais nous avions vécu dans le même cadre. Elle à la rue Messonnier et moi à l'ex-Rue. Même Messonnier, on ne devrait plus le citer, tant c'est fait de devoir contre son problème. Je la rencontrais souvent avec un personnage illustre qui fut Amir Haj Ali Ahmed, qui a été ambassadeur au Sénégal et diplomate, c'est M. Moussaoui, un ami de M. Moussaoui. Ils discutaient. Et comme nous étions jeunes, j'étais jeune, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui pouvait unir un homme aussi prestigieux qu'Amir Haj Ali et cette dame que nous connaissions comme ça, publiquement, comme ayant été une grande résistante, une grande militante, etc. Et puis j'ai eu l'estime honneur d'avoir entendu parler d'elle par Fatima Ben Osman, qui était à la RTA, qui était journaliste animateur, et que je connaissais très bien. Je connaissais toute la famille des Écoles, de l'Arabie jusqu'à Saïd, l'Arabie de la Toufa. Et donc le souvenir que je gardais, c'est un souvenir d'émotion. Et puis je voulais également citer, avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'humilité, un passage du film de Saïd Medaoui, reprenant le professeur Chaudet et son épouse. Il disait en particulier, avec beaucoup d'amertume, beaucoup de regret, qu'il n'était pas français, ami de l'Algérie ou de la révolution algérienne. Il disait qu'il était tout simplement algérien. Et c'est la faute que beaucoup de gens, y compris dans la presse publique, dans la presse pas publique, dans la presse, beaucoup de gens pensent que ces Européens qui sont nés en Algérie, qui sont morts en Algérie, pour la cause de la liberté, eh bien ces Algériens sont considérés tout simplement comme des étrangers. Et c'est insoutenable. C'est insoutenable. Pourquoi c'est insoutenable? Pour moi, personnellement, quand j'étais enfant, j'ai vu Raymond Péchard. Je l'ai vu quelques heures avant qu'elle ne soit achevée dans la région de Boujgué, de Plasouma. Elle avait transité par le refuge familial. Elle avait transité avec les Moujahidines et on l'appelait Taous. Je garde d'elle l'image d'une très belle femme, une jeune femme souriante, etc. Alors imaginez que cette femme puisse être appelée une amie de la révolution algérienne et mon algérienne. Et là, nous devrions un petit peu
revenir au bon sens et à la raison. Ce pays n'est pas seulement, il n'est ni arabe, à la limite, ni amazigh, ni européen, ni africain. Nous sommes tout simplement des êtres humains. Ils ne sont pas européens, puisqu'il y a des latino-américains qui sont morts pour la révolution algérienne, et les considérer tout simplement comme des chouettes. C'est le mal. J'ai toujours considéré comme une femme admirable parce qu'elle était toujours enjouée et que là où elle passait, elle amenait la guerre. Et ceci malgré les épreuves qu'elle a subies. Alors, il y a quelques choses qui ont été évoquées. Et après son arrestation, son mari est parti en Suisse avec ses enfants. Il les a mis dans une école allemande. Quand elle a été libérée, elle ne pouvait pas bien communiquer avec eux parce qu'ils parlaient allemand. Il ne parlait pas français, qu'elle parlait allemand. Et puis, il y a son compagnon qui est mort d'une crise cardiaque, ce qui l'a énormément affecté, il est mort naturellement. Et puis, elle a fini sa vie dans des conditions indignes. Parce que pour ceux qui sont allés dans son logement, c'est pas normal qu'elle occupe un logement de cette qualité, à cet étage, avec les difficultés qu'elle a eues. Mais donc, malgré tout ça, elle était toujours restée de bonne humeur, contente de ce qu'elle avait et d'en avoir très très agréable. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une femme admirable et je suis très content de l'avoir. Quelqu'un d'autre? Oui, madame. Oui. Des parents également auparavant. Comme il est difficile de parler de l'Algérienne Anis Demer, merci monsieur de l'avoir noté, parce qu'elle en a été, je crois, frustrée jusqu'à sa mort. L'Algérienne Anis Demer. L'Algérie est passée avant tout dans sa vie, y compris avant sa propre famille. Et ça, c'est quelque chose, j'allais dire, il y a tellement d'aspects dans la personnalité de cette petite bonne femme. On se demande comment elle pouvait avoir tout ça en elle. Annie, pour moi, c'est d'autant plus difficile d'en parler que je l'ai connue en fait à travers mon père, elle était collaboratrice de mon père dans les années 64-65. Et en plus, elle a été témoin de premier malaise à partir de la bourreau. Et elle s'est rappelé les symptômes de son père qui lui-même était décédé auparavant dans les mêmes conditions. Elle a compris tout ce qui se passait à la lecture, etc. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de très émouvant de penser à cela. Mais parlons plutôt de Annie, l'Algérienne. Annie, donc je disais, elle a tellement de différents aspects. C'était en fait une main de fer dans un temps de elle était tout le temps, comme cela a été mentionné précédemment, elle était tout le temps souriante, tout le temps de bonne humeur, tout le temps positive. Mais en revanche, elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Et je crois que durant ses procès, elle l'a prouvé. En prison, elle a été, il y a des amis, enfin des amis à elle, des co-détenus qui pourraient en témoigner. En prison, elle a toujours pris les choses de manière positive, elle a formé ses co-détenus, elle a échangé, elle apprenait le français à certaines, d'autres l'ont appris l'arabe, elle a montré des cahiers de prison qu'elle avait, et elle a toujours remonté, je crois, le moral de ses co-détenus tout au long de sa période de détention.
c'est vrai qu'elle n'aimait pas trop parler d'elle. Elle parlait plus généralement des sœurs, comme elle les appelait. C'était les sœurs. Donc elle en parlait sans arrêt de ses sœurs. Et elle était assez embarrassée, gênée, quand elle était contactée pour témoigner justement de cette période, de ce qu'elle a fait, etc. Parce qu'elle disait non, c'est pas moi, nous étions tout ensemble, moi tout seul, j'ai rien fait. Nous étions un groupe, nous avons milité ensemble. Et après, elle disait même quand elle était contactée, surtout les dernières années, elle disait mais j'aimerais tellement que ce soit celles dont on ne parle jamais, qui sont dans l'ombre. Elle répétait souvent, mais contactez, moi je peux vous donner des noms, il y a des gens qui ont fait peut-être plus que moi et dont on ne parle jamais, parce que on n'a pas fait de publicité pour elle, parce que, etc., etc. Donc ça c'était un des aspects d'Annie la militante, l'Algérienne militante. Elle a, je disais, sacrifié sa vie familiale, donc c'était une mère meurtrie, certainement sa fille, la seule aurait pu en témoigner, mais elle a quand même continué, elle a lutté, elle a essayé de récupérer ses filles après l'indépendance. Elle était voilà, une battante, elle ne se laissait pas abattre. C'était, je crois, ça le plus important chez elle. Et donc ça, c'était sa vie de famille. Elle a eu une éducation très stricte. Elle nous parlait souvent de son père, de sa mère, qui étaient des gens très, très stricts. Et elle était enfant unique. Mais elle n'était pas choyée pour autant. Hein. Donc ses parents ont toujours été assez exigeants avec elle. Et évidemment, son père est décédé aussi alors qu'elle était encore relativement jeune. Il y a aussi Annie, j'allais dire, la haut fonctionnaire du gouvernement algérien, qui a aussi travaillé avec une rigueur extraordinaire. Elle était très rigoureuse, très droite. Elle n'a jamais baissé les bras, elle n'a jamais laissé passer des choses avec lesquelles elle n'était pas d'accord. Elle se bataillait à chaque fois, elle bataillait pour imposer ses idées parce qu'elle a cru, elle croyait qu'elle avait raison et elle avait souvent raison. Donc ça c'est vraiment un des aspects aussi qu'il faut souligner parce que sur le plan professionnel elle était estimée, respectée et encore une fois c'était la rigueur avec laquelle en tant que juriste elle se faisait de l'être. Elle était un peu désespérée puisqu'elle s'occupait des articles qui paraissaient dans le journal officiel et elle les corrigeait et elle était souvent désespérée de voir comment les choses se dégradaient d'année en année. Au début c'était des fautes de droit qu'elle corrigeait, puis après ça a été des erreurs de grammaire, puis des erreurs de ponctuation, puis de grammaire, puis de sens. Voilà ce que je disais. Donc c'était assez, pour dire voilà, sa rigueur, vraiment, et on se moquait un peu d'elle parce qu'on disait ah mais elle pinaille sur des virgules, des points, mais sauf qu'un point ou une virgule, ça peut changer de la d'un texte. Voilà. Alors il y a après, évidemment, Annie, l'aspect social qu'elle avait, effectivement, ça a été mentionné aussi précédemment, c'était une femme qui avait une énergie, on se demande d'où elle sortait. Hein. Elle était infatigable, insatiable quand elle nous racontait, encore une fois, parce que très souvent dans les réunions, évidemment, elle reparlait de la période de la Révolution, de ce qui s'était passé. Elle avait une mémoire extraordinaire. C'était vraiment une encyclopédie ambulante, pratiquement. Et elle nous racontait avec précision des faits, etc. Et on l'a toujours eu, il fallait que ça reste quelque part, c'est très important. Il y a des gens qui ont vécu des choses, mais qu'elle est peut-être la seule à avoir vécu et qu'elle était la seule à pouvoir rapporter. Et par modestie peut-être, elle hésitait à le faire. Elle a longtemps hésité à le faire jusqu'au moment où elle a fait un livre mais qui ne reflétait absolument pas la grandeur de son militantisme et de son engagement, malheureusement. Et elle est partie comme ça. En fait, elle préparait, alors moi, je ne sais pas, on va peut-être en témoigner, mais elle préparait un autre livre qui, apparemment, oui, elle est partie avant. Annie a, j'allais dire, elle a toujours aussi
respecté les jeunes et elle a beaucoup donné des conférences dans les universités, elle était beaucoup invitée dans les associations, etc. Et même quand elle était malmenée, parce que même pendant la période chez nous difficile, dans les années 90, elle allait affronter dans les amphis, les étudiants. Elle s'est fait malmener une fois. Je crois que c'était à l'INA, l'École nationale d'agriculture. Peut-être que exactement, oui. Tu pourras en témoigner. Où elle a été agressée parce qu'on l'a traitée de juive, etc. Enfin bref, c'était à l'INA. Et elle n'en a pas été, j'allais dire, blessée probablement, oui, bien sûr. Mais elle n'aura pas tenu de guerre. Elle veut discuter, elle veut convaincre, elle veut expliquer. Et elle a continué encore après quand même à donner des conférences. Elle allait aux 4 coins de l'Algérie, elle était invitée aux 4 coins de l'Algérie. Et elle disait toujours maintenant, c'est les jeunes qui doivent prendre la relève. C'est à vous de prendre, elle leur disait, c'est à vous de prendre la relève. C'est à vous maintenant de batailler pour vos convictions et pour améliorer donc les choses dans votre pays. Donc elle a toujours été très très proche des jeunes. Je ne sais pas quoi dire d'autre parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je ne vais pas accaparer la parole. Mais encore une fois, c'était une personne assez exceptionnelle, certainement, qui a fait passer l'Algérie avant toute autre chose. Je m'arrête. Bonjour à tous. Je suis Frédéric Bouanchy, la fille de Sarah et d'Anne-Marie Bouanchy. Et Annie était une très grande amie de mes parents. Donc, je l'ai connue enfant. Et je pense que Khadija a tout dit déjà. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit par Khadija parce que je voulais juste rappeler quand même que Annie, c'était aussi, elle avait un côté très farceuse, pleine d'humour. Et pour revenir sur l'histoire de Lina, il y a Lina qui est là, on s'est connus d'ailleurs dans cette amphi, je crois. C'est quand Annie a été agressée par les ficistes qui l'ont traitée de juive. C'était horrible. C'était horrible. Ils ont voulu agresser, en fait, c'était à 8 mars. Il devait y avoir des gens qui parlaient de l'enfance abandonnée. Donc, à l'époque, dans le code de la famille, il n'y avait pas la possibilité d'adopter les enfants, etc., etc. Donc, du coup, il y a eu une foire d'empoigne entre les étudiants et ils ont pris Annie à partie. Bon, heureusement pas physiquement, mais c'est resté quand même, c'est resté un truc vraiment d'une violence. Moi, j'aurais pu tuer quelqu'un ce jour-là. Je l'ai dit là pour en témoigner. Voilà, non, mais sinon avec Annie, c'était toujours des grandes soirées de rigolade. Alors, elle était originaire d'une famille italienne, donc l'opéra. Elle avait une voix fantastique, elle chantait comme à l'opéra. Et donc elle déclamait des poèmes, elle racontait la parodie du Cid par exemple, et c'était super drôle, elle était formidable, quoi. Et voilà, je voulais juste rajouter son côté où elle était lectrice acharnée, cinéphile, tout ce côté où elle était derrière la culture. Et puis elle n'a jamais dévié, quoi. Elle est toujours restée cette femme de gauche, révolutionnaire, de A jusqu'à Z, jusqu'au bout de ça. Voilà. Merci. Et moi-même, qui dans le et elle m'a informé d'une chose que je ne savais pas, que l'hôtel Beau Rivage, qui est devenu le centre maghrébin du patrimoine, qui dépendait du ministère de la Culture, était une propriété de sa famille. Et elle était de Hadjout. Donc c'est sa famille, le Marengo, oui, de Hadjout. Et c'est là que on a partagé beaucoup. Et souvent je lui disais, la loi 98-04, elle est nulle, alors que l'ordonnance était nettement mieux pour défendre le patrimoine. Et elle m'a aidé à faire des textes, à noter tous les manquements qu'il y avait dans la nouvelle loi de 98, alors que celle de 67,
qui a été élaboré par M. Mahiou, entre autres, alors je lui demandais des astuces pour pouvoir aller au ministère et leur taper dessus. Mais elle était toujours à nous encourager à défendre le patrimoine. Et je voulais lui rendre hommage. Je l'ai connue chez les Moussaouis. Elle venait souvent à Tipaza. On faisait de bonnes balades. Et elle me dit, attention, hein, j'espère que cet hôtel appartient au ministère de la Culture. Parce que sinon, je vais faire des démarches. Il faut que ce soit versé au patrimoine national. Donc, je ne savais pas que cet hôtel appartenait à sa famille. Voilà. Donc, elle restera vivante pour moi. C'est une icône. Et une icône ne s'efface pas, une icône reste une icône. Voilà. Bonsoir à tous. Oui. Je suis le fils de Roberto, certains connaîtront un coup d'Argentin. Et je ne veux pas minimiser l'importance de cet événement, c'est surtout pour ça que je suis venu. Et surtout un peu rejoindre monsieur qui a fait là-bas des latino-américains qui sont venus. Mon père était un latino, un argentin, qui est venu, qui a participé à la guerre de libération. Il a pris des respects et il était à la sonde de gaz et puis après, bon, il est décédé il y a 1 an. Et donc j'ai connu Agnès Steiner lorsque Jean Eisenmeyer a fait le documentaire. Ils ont rejoint le film. C'est là-bas où j'ai découvert justement Agnès Steiner. Et en même temps les autres, parce qu'il y avait aussi Colosi, Félix, il y avait Cholet, il y avait les autres aussi qui ont participé dans ce documentaire, que je ne connaissais pas. On n'a pas eu, dans notre cursus historique, on n'a pas eu ça à l'époque, dans les années 70. Mais enfin voilà, c'était simplement, je voulais justement, tout le monde a dit plein de choses qui sont réelles, qui sont ce qu'était Agnès Steiner. Moi, ce que je garde d'Agnès, c'était vraiment quelqu'un de très sympathique. Elle parlait très bien, elle savait lire entre les lignes, elle savait dire des phrases en double sens, et c'était très sympathique. Et aussi, elle savait exactement pourquoi elle était restée dans ce pays et pourquoi elle a lutté, elle avait des convictions bien profondes. Donc, c'est tout, je voulais témoigner de ça. Et puis, voilà. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis journaliste à APS, Algérie Presse Service. Je voudrais essayer de capitaliser tout ce qui s'est dit parce que nos jeunes sont en rupture avec leur propre histoire. Moi, j'aurais souhaité que toutes ces voix soient portées en plus haut lieu par le biais de la presse dont je fais partie, pour que les autorités introduisent tous ces Algériens d'origine étrangère qui ont donné leur vie en Algérie et qui ont embrassé la cause donc, de la guerre de libération, pour que tous ces Algériens-là figurent dans les manuels scolaires. Voilà. Ça, c'est une... Voilà. Il est vraiment... Voilà qu'il y ait des rues qui portent leur nom. Enfin, les rues, il y a déjà des rues. Voilà. Mais bon, enfin, les manuels scolaires, surtout pour que les futures générations, que les futurs jeunes qui arrivent, sachent que dans l'histoire de leur pays, il y a eu à un moment donné des étrangers qui se sont investis pleinement pour la libération de leur pays. Et j'aimerais, si vous permettez, finir par une petite strophe, une petite poésie comme ça, dédiée donc à Agnès Steiner, où je dis « Libres les papillons, d'espoir ils voleront, toutes les fleurs du printemps, liberté chanteront, l'étoile et le croissant sur le vert et le blanc. » Merci. Bravo. Alors je profite de ce petit break pour rappeler Mme Bella Marataos, qui est artiste peintre et qui a réalisé un très beau portrait d'Agnès Steiner.
en hommage à Annie Steiner pour l'offrir à sa fille. Monsieur Moussi, oui. Comme sa fille n'est pas présente, Edith. Alors voici le portrait. Magnifique portrait. L'artiste de Namarata. Et justement, donc c'est un hommage à Annie Steiner pour l'offrir à sa fille Edith. Malheureusement, elle n'est pas avec nous. Elle n'a pas pu faire c'est juste des photos dans le fond. Sinon, on aurait... déclamer le poème qui est sur le portrait, parce que c'est un poème qu'elle a fait après son procès. S'il vous plaît. Alors c'est un poème qu'elle avait écrit juste après son procès en 1957. Ah oui, j'adore juste après son procès. Alors, voici le poème. Cette femme n'est pas une mère, a dit monsieur le procureur. Cette femme n'est pas une mère, en répétaient les cervelles dociles. Vous avez le jugement prendre, soyez loués par les cervelles dociles. Vous avez le goût de la justice prendre, soyez bénis par les cervelles dociles. Sachez, monsieur le procureur, que rien n'est aussi simple. Cette femme était mère, et par le don de la vie, 2 fois renouvelée, elle a pris sa place dans l'humanité. Et ce n'est pas simple, monsieur le procureur, de vouloir s'y caser. Avez-vous essayé? Avez-vous entendu les cris silencieux de la misère? Avez-vous vu les yeux des enfants de la misère? Avez-vous touché les corps des enfants de la misère? Et après avoir touché les corps des enfants de votre chair, avez-vous pu dormir, monsieur le procureur? Cette femme était trop mère, monsieur le procureur. Voilà, merci. J'aimerais appeler Madame Gendous, si vous voulez. Oui, Madame Gendous. Excusez-moi. Alors, moi, je voulais vraiment parler de Annie et dire son apport pour l'enquête qu'on a menée à l'Institut national de santé publique. C'est la première enquête algérienne sur les violences faites aux femmes. Et grâce à elle, vraiment grâce à elle,
la police, la gendarmerie, les magistrats, tous, ils étaient là en train de nous dire oui, allez-y, on va la mener avec vous. Mais si ce n'était pas Annie, je crois qu'on n'aurait jamais pu la mener jusqu'au bout. À chaque fois, on a mis 10 années pour mener cette enquête à l'Institut national de santé publique. C'était la première enquête. Et par sa présence et sa clairvoyance, on a pu mener les choses jusqu'au bout. Voilà, je voulais la remercier. Mais en plus, Annie, c'était une amie de ma famille. Elle est vraiment ma famille. Ils étaient tous l'adorés, se l'arracher. Quand elle venait, chacun voulait la prendre chez lui. Et elle préférait rester avec moi. Voilà. Madame Péchelou. Madame Péchelou d'arrêt. Bon, moi je parle d'elle. Comment j'ai connu Annie Steiner, c'est par اسمع الموضوع. Monsieur Lassine Moussaoui et Khadija, sa femme, c'est grâce à eux que j'ai connu Annie Steiner. Donc, elle dit Nefta, Mara Mehbouba, c'est-à-dire on l'aime. C'est une vraie maman. C'est une maman douce, elle est affectueuse, elle est en plus Chabia, Machia, pourquoi Chabia? Parce qu'elle ne parle jamais d'elle, elle parle des autres, mais jamais. Elle a avec la fierté. Et c'est ça, c'est grâce à ça que tout le monde l'aimait. Quand elle a été à Sétif, le 8 mai, je sais que chacun الصيفية كامل محاكمينها ومعنقينها ويمشيوا معاها. Donc il a protégé. Elle était aimée par tout le monde. Il y a Kamel Boualem, il a fait son documentaire sur Hadjout, où elle est née, ses parents, à l'école où elle a été. Et bien, quand elle a été à Hadjout, les Hadjout, Kamel Nadou. Elle جات المجاهدة عن الاستئناف. Donc, نشوف أنا هذه المرة, ce que moi, ça me fait de la peine, parce que cette dame, elle a tout donné, et بالشك, elle marchait sur une femme. Et quand elle venait chez moi, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire à manger? Qu'est-ce qu'elle aimait? Ni le poisson ni rien. Elle aime le bozello. Et elle mangeait avec plaisir. Avec plaisir, elle mangeait ça. Oui, ça se voit dans les bleds. شعبية هكاك كتدير بوزلو. Alors elle mangeait avec plaisir et ça a été elle a donné aussi la tirtoucha aussi, elle a donné les plats traditionnels. Donc moi je rends hommage à ces grandes dames. C'est grâce à eux que maintenant moi je témoigne et je souhaiterais que cette jeunesse l'histoire de leur pays, parce qu'il y a des jeunes qui ne connaissent pas ces grandes dames. Ils se sont sacrifiés pour nous, pour qu'on vive et que je parle d'elles maintenant. Et j'ai une photo d'elle aussi. Une photo d'elle que Kamel Boualem, il m'a pris, c'était à la foire, donc en noir et blanc. Oui, la photo, elle et moi, dans un film de Nawal Madani, il est passé sur Netflix. Donc, sa photo, elle a été toujours présente. Quand Nawal Madani, elle m'a dit c'est qui? Là, c'est une grande dame. Elle a dit il y a des Hawakiblet. Et voilà, Ria Hamon, Ria Hama. Alors, l'architecte, il a un visage architecte. On est censé construire ce pays. C'est pour ça qu'on a fait ce métier. Et j'ai rencontré Annie Steiner il y a une vingtaine d'années. Et je la voyais souvent dans les commémorations le 3 mars, le 4 mars, un bébé qui était israélien. Quand je me suis rapproché de cette dame, c'était un père émotionnel, quand elle a besoin d'espace. C'est tout de suite ce que nous les architectes on appelait radieuse modernité. Pour moi, Annie Steiner, c'était une radieuse modernité. Et le plus important de ce que je dois retenir, que nous devons retenir de Annie Steiner, c'est qu'elle a
combattu, elle a donné sa vie pour une Algérie moderne, ouverte, universelle, et un mot qu'on ne dit pas souvent, laïque. C'était un fondement de sa pensée, de sa manière de voir ce pays. Et c'est assez triste de voir que tout ça commence par s'effilocher et ça devient presque une rumeur. Alors ça a été l'essentiel du combat d'Anis Plenel et de beaucoup de ceux qui ont combattu pour la liberté de ce pays. Je me rappelle au moment de faire, quand il a fallu l'enterrer, le 21 avril, et que je m'étais retrouvé à dessiner la pierre tombale, ça a été le projet le plus dur de ma vie, de dessiner la pierre tombale pour Ali. Et la polémique sur les réseaux, Moudjahida, pas Moudjahida. Et j'en ai entendu des bêtes qui étaient pas mûres sur cette histoire de Moudjahida, de gens qui lui déniaient le titre de Moudjahida, arguant que c'était quelque chose qui était uniquement réservé aux musulmans. À la grande question, est-ce qu'il faut être musulman pour être algérien ou est-ce qu'on peut être algérien sans être musulman, qui est en train de se poser maintenant. Annie ne s'est jamais posé cette question, elle a considéré qu'elle était algérienne le premier jour, elle a décidé de combattre pour ce but. Et sur sa pierre tombale, j'ai eu cette petite idée, Amal a été d'accord, on a gravé une dédicace de Jean Sénac. Il avait mis sur le être enterré à côté de lui. Oui. Et on a choisi cette dédicace parce que je pense qu'il y avait une espèce de fusion entre les deux et il y avait une fusion entre ces deux-là et ce public. Voilà. Juste rajouter, s'il vous plaît. Juste rajouter, tout le monde parlait d'elle, en même temps, ça me perturbe un peu parce que Annie, elle est toujours avec les jeunes, toujours dans les matchs, toujours à la pointe, avoir cette confiance absolue dans la jeunesse et enfin, c'était tellement puissant, comme on disait que c'est une icône, mais une icône qui était un véritable moteur. En tout cas, nous, elle nous a aidés, elle nous a porté tout le combat qui a été mené dans cette fameuse décennie où Ferriel racontait cette anecdote qui, moi, m'a traumatisée. En même temps traumatisée, en même temps, je me rappelle très bien de Annie, toute petite sur l'estrade, on l'entourait parce qu'ils étaient d'une violence, ils allaient vers elle pour la taper, etc. Et elle leur disait, eux, ils lui disaient, kefla, kefla. Et elle leur disait, les enfants, elle leur parlait comme ça. Mais vraiment, c'était la Vierge Marie, quoi. Qui était là, elle leur disait, les enfants, vous savez, quand j'étais dans les couloirs de la mort, quand j'ai rencontré des musulmans tellement fabuleux, des musulmans comme j'aurais aimé l'être, mais ils étaient tous très respectueux de ma foi et donc elle essayait de leur expliquer, en même temps il y avait c'était tellement violent que c'était très traumatisant, très choquant. Et je me suis dit, ça va là, c'est tellement blessant. Et ben pas du tout, elle est sortie de là comme si, je sais pas, comme si elle était, rien ne pouvait la salir, rien ne pouvait l'atteindre. Et en même temps, elle était d'une modernité. Moi, c'est ce qui me fait mal au cœur. C'est qu'elle était moderne et qu'elle était tout le temps entourée de jeunes et qu'elle était un véritable flambeau pour cette Algérie dont parlait là, lui justement, qui sans étiquette, musulmans, chrétiens, juifs, je sais pas quoi, elle dépassait tellement tout ça qu'elle montrait cette facette de la révolution vraiment flamboyante. Elle était pour moi cette facette de la révolution algérienne, mais flamboyante, pure, sans tache, sans ces mots, tous ces mots qui nous traversent aujourd'hui. Et vous parlez de liberté, aujourd'hui on n'a aucune liberté. Vous parlez de presse, il n'y a plus de presse. Donc, voilà, le constat il est kafkaïen, on a des figures comme ça, mais on est dans la merde. Voilà.
révolutionnaire qui a sacrifié sa jeunesse, les plus belles années de sa vie, au service de ce pays et de ce peuple. Ça n'est pas pour arrêter des journalistes, ça n'est pas pour violer les libertés démocratiques qu'elle s'est battue, comme des milliers, des dizaines de milliers, des millions d'autres Algériens. C'est pour vivre libre. Je suis née à Padio. Mon père est né pas loin. Et ma mère elle est née en France. Ma mère elle est restée en France jusqu'à ce qu'elle ait 20 ans. Et là, ma mère était institutrice à l'époque. Elle habitait une école. Oui, c'est bien. Les appartements, ils donnent dans la maison. Voilà. Voilà, c'est l'entrée de la sortie. هذه بالتبارات مو زي هنا. زي هنا وجبت تشوف لكم ماتيرنال من زي هنا، صار زي هذه زي هنا في الصندوق. زي هنا زي هنا في ماتيرنال تشوف لها. Des chansons. Je ne sais pas comment il s'appelait d'ailleurs, on n'a pas dit son nom. Il me dit, vous avez tous parti, madame, les chefs de tel endroit à tel endroit. Je n'ai pas pu dire mon mot, on était déjà parti. Je dis, comment on fait? Je ne savais pas prendre la voiture, je ne savais pas prendre la voiture, je ne savais rien. J'avais rien, il fallait que je fasse ça. Vous allez faire ça. Oui. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et je l'ai bien fait. Mais je ne savais pas conduire. Bon, heureusement, c'était encore pas beaucoup d'auto quand même. Quand j'aurais pu dire, je ne sais pas, oh non, du boulot, mais je vais faire ça. Alors le frigo est venu à la maison, on l'a amené à la maison pour qu'il veut fouiller toute la maison, il veut fouiller toute la maison, il a tout dit tout, il a conduit le codage, moi je ne suis pas bête. Hein. Je ne suis pas bête, je le sais, que dalle. La mine, on fait un petit peu la baignoire, on venait, vous avez une baignoire avec plein d'eau, hein, mais c'est tout simple, hein, et puis on met la tête dedans, à la fin on dit, ça l'élève, et vous réfléchir un peu, hein, comme ça, après on met, c'est ça, c'est tout simple, c'est tout simple. Mon mari n'était pas au courant de rien, bien sûr, il est au courant de rien. Mon mari, la couture transmise, hein, tout de suite, hein, tac, tac, c'est parti, il s'appelait les autres, c'est sorti ensuite. C'est là qu'il a gardé les enfants, c'est ça. Si je les avais donnés à ma mère, je l'aurais tout payé. Je l'ai vu tout, sans mes enfants. Ça, c'est encore autre chose que j'ai subi. Non. Cette femme n'est pas une mère, a dit monsieur le procureur.
Cette femme n'est pas une mère, elle est pour les servantes aussi. Sachez, monsieur le procureur, que bien notre système. Cette femme était mère, et par le don de la vie 2 fois renouvelée, elle a pris sa place dans l'humanité. Et ce matin, monsieur le procureur, de vous voici casé. Avez-vous vu les yeux des enfants de la misère? Avez-vous touché les corps des enfants de la misère? Et après avoir touché tout ça, pouvez-vous donc dire toujours, monsieur le procureur, cette femme était trop mère, monsieur le procureur? Ma mère me disait, je dois avoir à peu près 13 ans, j'avais dû dépasser les bornes permises. Elle m'a dit, Annie, tu es sur révolté, tu finiras ta vie en prison. Ma mère avait raison, mais elle avait tort sur quelque chose d'important. Je n'ai pas fini ma vie en prison, au contraire, j'y ai trouvé, j'ai commencé une nouvelle vie. Ma mère, elle voyait cette prison, elle avait le char, alors elle ne pas supporter. Alors elle n'est pas venue, puis elle est partie en France, mais ça fait. Moi, on m'a fait des choses. Et je comprends. Je peux peut-être la seule en français. Hein? J'ai pris la question en français. J'ai pu me répondre. C'est dur. C'est dur. Laurélie Ténière, et j'ai été arrêtée, je suis rentrée à Barbarousse en octobre 1956. Sur moi, totalement, j'ai reçu un fruit et un mot. Et c'était les 3 sœurs qui m'avaient envoyé ça, les 3 sœurs infirmières qui m'avaient envoyé ça. Ça fait du bien. Ça fait vraiment, ça vous retape le moral. Et puis il y avait un mot très simple, chère sœur, nous pensons à toi, quand tu sortiras, tu ne seras plus isolée, tu seras avec nous, nous t'embrassons, et voilà. Ça nous tapine, mais ça faisait du bien. À l'âge de 17 ans, avec la chaussée, on a été condamné à mort par la suite, et on a rejoint la cellule des condamnés à mort. Il y avait Jacqueline Lerouge, Jamila Boucheret, Jamila Bouazza, et Barberousse, j'ai fait mal à Barberousse. Nous avons vécu des moments très pénibles. Il y avait des exécutions presque tous les jours. Rien qu'à y passer, je peux pas en parler. Les 2 Jamila une fois ont été violemment agressés, frappés, trempés avec des seaux d'eau alors que la nuit, elles ont passé une nuit complètement trempée. Les gardiens, le directeur de la prison et des gardiens essayaient de les intimider en se présentant au quartier, dans la cour en bas du quartier des femmes qu'elles pouvaient voir de leur fenêtre à l'heure des exécutions. C'est vrai que les femmes ont toujours eu un courage. C'est pas excessif de le dire, c'est la pure vérité. Jamais aucune n'a eu de défaillance. À Barbarousse, il n'y avait pas que les bombistes ou terroristes. Il y avait des infirmières, il y avait des maquisards, il y avait des militants qui ont fait des liaisons entre un groupe de militants et un autre. Et les sœurs étaient jeunes. Moi, j'ai un souvenir, elles étaient jeunes. Et
Tania, elle avait 16 ans quand je l'ai reçue en prison. Elle avait 16 ans. Et elle était condamnée à mort. Elles étaient jeunes, et ce qu'il faut qu'on dise, c'est qu'elles étaient belles. Elles étaient très belles. Comme j'étais depuis très longtemps dans ce poste à politique, je me disais, mais je me suis révoltée. Je me disais, c'est pas normal, quand même. Vous pourriez bien de temps en temps m'ouvrir un peu ça. Et le directeur, qui n'était pas du tout le directeur qui se rattraper, il me dit, oh, toi tu te prends trop loin, je vais te montrer qu'est-ce que tu es. Oh, ça a été mauvais, c'est pas bon. La prison n'est jamais la même. Elle évolue avec les époques, elle a évolué avec le nombre, car c'est le nombre qui nous a rendus fortes. Plus nous étions nombreuses, plus nous étions imbattables. Et comme il y avait une solidarité extrême, nous avons fait reculer beaucoup de choses. J'ai fait 6 prisons, Barberousse, Maison Carrée, et Blida disciplinaire, et en France, la petite roquette, Fresnes et Pau. Au nom de la France et de la République, je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Le sort des Algériens appartient aux Algériens. Je suis allée en Suisse pour voir mes filles, bien sûr. Et ça n'allait pas d'être l'envers. Je ne comprenais pas parce que j'avais été tellement mystérieux tout ça, que j'ai rien expliqué, que j'étais l'envers expliqué. Hein? Il n'a pas expliqué. Mais je crois que toutes ces choses qui ont été pour moi, elles ont été obligées de se faire ça. La musique. C'était هذه مدة قومية، هذه مدة. Je rentrais, et puis le bateau venait arriver, et j'ai vu arriver la côte d'Alger. Je m'abordais, c'était merveilleux, la plus belle, et vous l'avez. Je n'avais pas vu depuis des années. C'était tout beau. J'avais pas de famille, plus ma mère était rentrée, mais ma soeur aussi. Tout le monde était rentré, donc. J'ai jamais eu de famille à partir de ce moment-là. Les autres sœurs, elles avaient leur famille quand elles sortaient. La famille les attendait dehors. Et elles attendaient dehors, tout était bien. Elles avaient chez elles. Moi non, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. On a vécu une expérience inoubliable. La jeunesse en vivra d'autres, mais elles sont, comme le disait Jacqueline, c'est moins exaltant, leur militantisme est plus ingrat que le nôtre, il est plus dur. Alors Annie, moi je la définis comme une femme désespérément optimiste. Elle a fait le choix de l'optimisme dont parlait Gramsci, l'optimisme de la volonté, malgré tous les problèmes qu'on vit dans notre pays.
Elle nous dit, il y a encore de l'espoir.